Nomade, Marie-André Lamontagne. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission qui fait de la littérature son centre de gravité et de plaisir. Aujourd'hui, avouez que la saison s'y prête, nous parlerons d'éducation, de l'art d'enseigner, en fait de la manière d'enseigner, et aussi des connaissances, de ce qu'il faut transmettre. Que faut-il enseigner? Comment faut-il enseigner? Un essai impertinent, iconoclaste un peu, et certainement passionné, sera notre point d'appui. Le titre « Victor et moi », et je précise d'emblée que le Victor du titre, c'est Victor Hugo. L'auteur est Jean-Marc Limoges, qui est lui-même prof. Après quelques années de galère, en juger par votre livre, à faire toutes sortes de métiers, Victor et moi a un sous-titre, Enseigner pour se venger, et il paraît aux éditions du Boréal dans la collection Liberté Grande. Jean-Marc Limoges, bonjour. Bonjour Marie-André. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Notre invitation au micro de Parking Nomade. Alors, il y a au moins deux façons de commencer cet entretien, soit en vous faisant commenter Victor Hugo, c'est-à-dire reprendre le commentaire que vous faites d'un de ses poèmes tirés des Contemplations à propos d'Horace. Horace, poète latin comme tous nos auditeurs le savent, soit en vous faisant commenter le sous-titre de votre essai et en vous faisant parler de vengeance. Se venger de qui? De quoi? Mais au fond, ces deux entrées en matière possibles convergent vers une même idée, à mes yeux, l'idéal de l'éducation qui est bafoué. C'est ce que vous pouvez... Moi, j'ai c'est votre constat? de répondre aux deux questions. Allez-y. D'abord, le poème de Victor Hugo. J'ai joué dans ma vie le même rôle que la petite Madeleine de Proust. Ah oui. Hein? C'est-à-dire que je suis tombé sur ce poème-là il y a peut-être 2-3 ans. Et en lisant ce que Victor Hugo disait de ce qu'il avait vécu comme étudiant à l'époque où il était au lycée Louis-le-Grand à Paris, c'est-à-dire un enseignement qui était punitif, axé sur la correction. Quand j'ai lu, par exemple, c'est surtout ce passage-là qui m'a beaucoup intéressé, quand il dit que ses maîtres l'avaient puni en lui faisant copier des vers d'Horace, que ses profs auraient dû lui faire aimer, ce qui est absolument paradoxal. Eh bien, quand j'ai lu ça, ça a réveillé en moi, comme Proust au moment où il trempe sa Madeleine dans la tasse de thé, un paquet de souvenirs. Je me suis dit, il serait peut-être le temps de mettre ça par écrit. Donc voilà un peu le poème d'Horace, à propos d'Horace, de Victor Hugo. Et la vengeance. Joue le rôle de la Madeleine. La vengeance, enseigner pour se venger, c'est évidemment pas se venger sur les étudiants, c'est pas se payer la tête des étudiants non plus, c'est se venger des profs que j'ai rencontrés dans ma vie d'étudiant et qui, un peu à l'exemple des profs que Victor Hugo a rencontrés, ont joué le rôle d'éteignants. Hein? Ouais. On cherchait, au fond, à nous abaisser comme jeunes élèves plutôt qu'à nous élever. Ouais, Donc, voilà. Justement, vous, en repensant à vos années d'écolier à Villeray, dans un milieu populaire, vous écrivez, s'agissant de ces profs, page 19, « Aujourd'hui, ce n'est pas le peu de connaissances que ces profs possédaient que j'exècre, mais le peu d'excitation qu'ils suscitaient que je condamne. L'un peut-il aller sans l'autre? Le peu de connaissances maîtrisées pourrait-il expliquer la morne pédagogie? » Bon, mais c'est sûr que quand on a lu Le Maître ignorant de Jacques Rancière, on s'aperçoit qu'on peut enseigner ce qu'on ne connaît pas. Et la preuve, si c'en est une, je l'ai déjà fait. On m'a engagé une fois dans une polyvalente pour enseigner l'espagnol. À part que una cerveza fría, por favor, je sais pas dire grand-chose en espagnol. Et le prof que je remplaçais est revenu de son congé de paternité en me disant, j'ai jamais vu des exposés oraux aussi bons. Donc, on peut enseigner ce qu'on connaît pas, si on en croit Jacques Rancière. En revanche, moi, c'est des souvenirs, encore une fois, c'est des souvenirs, comme je l'ai dit, j'ai fait référence à Proust. Je veux dire, quand un prof nous dit au primaire, on fait une recherche, puisque c'est inscrit dans le programme qu'on doit faire une recherche. Sur quoi est-ce qu'on fait une recherche? Eh bien, moi, je me souviens que Chantal, la petite fille avec des lulus, a levé la main en disant « les fleurs ». Et là, tout le monde a dû faire une recherche sur les fleurs, alors que c'est sans doute le dernier sujet qui m'intéressait. Donc, j'aurais aimé que le prof nous dise, choisissez un sujet qui vous intéresse. Là, ça nous aurait allumé. Ça ne veut pas dire que le prof connaissait forcément le sujet. Oui. Donc, ça touche à la méthode. La critique que l'on fait aujourd'hui souvent à la formation des maîtres, c'est que la pédagogie y occupe presque toute la place au détriment des connaissances dans la discipline à enseigner. Or, votre essai est tout axé sur la manière d'enseigner, c'est-à-dire la pédagogie.
Donc, c'est dire son importance. Vous faites le procès des profs éteignoirs, comme je reprends votre expression. Feriez-vous aussi, avec la même sévérité, le procès de la pédagogie telle qu'elle leur est enseignée aujourd'hui dans les facultés d'éducation? Bon, c'est-à-dire que moi, je fréquente pas ces facultés-là. Cependant, il y a une boutade qui est souvent répétée, c'est que on a l'impression, au fond, qu'on leur enseigne comment enseigner, mais on ne leur enseigne pas quoi enseigner. Et je pense que l'enseignement, puis je suis loin d'être le seul à le dire, c'est une vocation d'abord. Je pense qu'on est enseignant. Moi, quand j'étais jeune, je faisais payer les amis de la ruelle 25 cents pour leur apprendre des choses. Et pour moi, ça a toujours été une passion que de transmettre les connaissances. D'ailleurs, je dis souvent à mes étudiants, quand je les rencontre au premier cours, comme ça a été le cas cette semaine, moi, je veux que l'ambiance dans ma salle de classe soit relaxe. Là, moi, pas de discipline, j'ai pas envie de faire ça, on n'est plus au secondaire. J'aimerais ça vous enseigner comme si j'étais dans mon salon. Puis de toute façon, vous viendriez dans mon salon que je vous donnerais des cours quand même. Parce que j'aime ça apprendre dans les deux sens. Hein? C'est un verbe qui n'est pas à sens unique, apprendre. Hein? Moi, je leur apprends des choses, mais ils m'en apprennent aussi. Et donc, je pense que d'abord et avant tout, il faut être passionné par la matière. Et je dirais que la manière vient naturellement. Donc, on n'aurait pas besoin de faculté de pédagogie? On n'en a pas besoin. Si je vous suis jusqu'au bout? Je pense pas qu'on en ait besoin. Alors justement, votre démonstration, on peut la résumer en gros, c'est la suivante, mais c'est sur le mode évidemment de l'anecdote, du témoignage. C'est pas un ouvrage théorique. Alors votre démonstration, c'est un prof doit performer, allumer le feu chez l'élève, et la classe, c'est une scène de théâtre. Hein? Oui. En gros, c'est ça. Ce qui vous fait dire qu'un prof, au fond, est toujours en train d'enseigner et de lire pour mieux enseigner, même pendant l'été, par exemple, quand il est en congé. Et ça suscite des commentaires de gens à qui vous racontez la chose. Ils se disent, mais vous ne prenez jamais de vacances. Donc, enseigner est un sacerdoce, selon vous? Ça a été le cas jadis, à une époque au Québec. Un sacerdoce, ça serait Et pas seulement au Québec, d'ailleurs. Beaucoup dire, mais non, l'enseignement, c'est un plaisir. Je veux dire, j'aime ça lire. J'aime ça lire. Si j'ai pas lu 200 pages dans ma journée, je deviens violent. Donc, pour m'apaiser, je dois lire. J'aime ça, découvrir de nouveaux auteurs. Je suis encore en train de découvrir de nouveaux auteurs. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que de parler de ce qu'on aime? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour moi, quand vient l'été, qui est supposément le moment des vacances, qu'est-ce qu'on fait les profs de littérature pendant l'été? On lit des livres qu'on n'a pas eu le temps de lire pendant la session. Et quand on les lit pendant l'été, qu'est-ce qui nous habite? Le désir d'en parler quand la session va reprendre. Alors, tout est traversé par le plaisir, au fond. Moi, je rentre jamais dans une salle de classe à reculons ou en punchant ma carte. Donc, vous ne connaissez pas l'effort? C'est une bonne question, mais je dirais que non. Votre plaisir vous a préservé de l'effort. Mais c'est bien. Vous vous en prenez à l'enseignement de la littérature au cégep, par exemple, qui est surtout enseignement de clichés, de lieux communs que vous déconstruisez, pour reprendre un terme de la critique. Par exemple, sur le rôle de la mère dans le roman du terroir. C'est souvent des clichés faux, d'ailleurs. Le premier roman urbain. Bon, mais pour transmettre un savoir, il faut bien le fixer d'une certaine façon, dans une certaine mesure. Comment transmettre dans la réinvention permanente? Bon, alors, effectivement, là, vous avez touché un autre point important du livre. Je résume ça sous l'expression « inertie de la forme ». C'est-à-dire, l'inertie de la forme, c'est quoi? J'en donne un exemple avec la machine à écrire. Hein. L'inertie de la forme, au fond, pour un prof, c'est assez dramatique. C'est d'enseigner aux étudiants comme on nous a enseigné, sans remettre son enseignement en question. Pour moi, c'est pas compliqué. Le prof fait profession de penser. Il faudrait à tout le moins qu'il pense son enseignement. Alors, moi, quand j'ai commencé à enseigner, quand j'étais jeune et vert et naïf, j'ai répété ce qu'on m'a dit dans les cours d'université, l'importance de la mer dans le roman du terroir. Et là, je me suis dit, il faudrait quand même que je les lise avant que d'en parler. Alors, je me suis tout tapé, de la terre paternelle jusqu'au survenant. J'ai découvert plein de romans absolument fascinants dont on nous avait jamais parlé. Et je me suis dit, mais attends, là, je vais pas quand même répéter ce qu'on m'a dit, puisque ce qu'on m'a dit était faux. Donc, j'ai fait profession de penser à une façon d'enseigner la littérature du terroir qui était la mienne.
Donc, si moi, je suis profondément mal à l'aise de parler du génie de Gabrielle Leroy. Bonheur d'occasion, je trouve que c'est écrit comme une étudiante de secondaire 5. Or, on ne peut pas ne pas en parler, j'en conviens. Alors, j'en parle du bout des lèvres, mais je ne m'empêche pas de dire ce que j'en pense. Et ça, c'est pas pour décourager les étudiants de la lire. Si je me prends en exemple, la prof qui m'a allumé, moi, ma prof de littérature qui m'a allumé au cégep, détestait Claude Gauvreau. Eh bien, j'ai lu pour cette raison-là Claude Gauvreau et j'ai adoré et je continue d'adorer Claude Gauvreau. Donc, c'est pas parce qu'un prof propose un enseignement qui est très subjectif, très incarné, qui va décourager ses troupes de lire les bouquins qu'il aime pas. Jean-Marc Limoges, parlons de la langue française. Dans Victor et moi, il en est beaucoup question, à juste titre. D'abord, votre essai est parsemé de subjonctifs imparfaits. Que représente ce temps et ce mode pour vous? Un reliquat appelé à disparaître et donc à chérir? Un instrument de musique subtile? Qu'est-ce que le subjonctif imparfait pour vous? Moi, je voudrais rebondir sur la disparition. Là. Je pense que c'est Nathalie Sarraute qui disait, je pense dans son dernier bouquin, qu'elle s'attristait de voir que des mots de vocabulaire qui dormaient dans les pages des dictionnaires et qui n'étaient plus utilisés. Puis elle trouvait ça dramatique parce qu'elle disait, ils vont mourir, ils vont finir par mourir, ces mots-là. Et je pense que l'un de ses derniers romans, sinon son dernier, c'était ça, c'était de réactiver, de réactualiser, de dépoussiérer ce lexique-là. Bon. Il en va de même pour le subjonctif imparfait. C'est pas vrai que c'est un temps qui n'est plus utile. C'est pas vrai. Non. Si on a une principale au passé, ça appelle un subjonctif imparfait, d'une part. Donc, je suis là, moi, pour lui redonner sa place, la place qui doit lui revenir. Mais d'autre part, c'est aussi parce que je rebondis sur une anecdote, aussi une autre anecdote que je raconte dans le premier ou le deuxième chapitre du livre, quand les profs nous enseignent une langue qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Hein? Nos profs au primaire nous disaient, par exemple, que 20 ne prend pas de S à moins qu'il soit multiplié, qu'il termine le nombre. Une formule super alambiquée qui aurait pu se résumer assez simplement en disant, mais il y a seulement 80 comme cas de figure dans lequel 20 est multiplié, qu'il termine le nombre. Et donc, moi, je m'étonnais d'entendre ensuite les professeurs qui nous avaient enseigné cette règle-là nous dire, il y a 20 élèves qui n'ont pas compris. Non, mais là, je me dis, mais on vient de nous dire qu'il y a pas une mauvaise liaison. Bon, une mauvaise liaison, une liaison dangereuse, dirait Laclos, ou un pataquès, dirait le Gradius. Donc, c'est cette langue-là, je me suis dit, on ne nous l'a pas enseigné, mais je vais vous montrer quand même que on aurait dû nous l'enseigner et que le subjonctif imparfait n'est pas mort et qu'il mérite de vivre et qu'il mérite sa place. Et puis qu'il est beau aussi. Il est très beau, le subjonctif imparfait. Un passage amusant est celui où l'écolier que vous avez été reprend sans cesse la maîtresse parce qu'il cherche une logique sans faille dans la langue, par exemple avec ses exceptions, la marque du pluriel pour les adjectifs de couleur ou pas. En fait, vous dites, je cite, je ne voulais que mettre en évidence la logique derrière la langue. Ça, c'est page 45. Une langue qui est un organisme vivant, et cela depuis des siècles, peut-elle encore être logique, surtout logique? En fait, c'est que la langue, elle est logique. Moi, ce qui m'attriste, j'en suis la première victime. Moi, je suis quelqu'un, comme je le dis dans le bouquin, qui est arrivé en maternelle, le cœur gros de quitter sa mère. Et alors que j'ai besoin qu'on me rassure, j'ai une prof qui me dit « Les enfants, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Le français, c'est bien compliqué. Il y a plein d'exceptions, puis il y a quelques règles. » Ça, c'est à peu près comme ça qu'on nous a présenté la langue. Je croise des amis aujourd'hui qui ont 40, 50, 60 ans et qui sont encore marqués par ça, qui sont convaincus. « Ah, moi, j'ai jamais rien compris au français, il y a tellement d'exceptions. » Et des étudiants, aussi de jeunes étudiants qui arrivent du secondaire dans mes cours de cégep, qui me disent « Ah, de toute façon, monsieur, le français, c'est tellement compliqué, il y a plein d'exceptions. » Alors, je leur demande « Recensez-moi les exceptions. » Ah, les accords. C'est pas une exception, ça, c'est une règle. Il y a des règles. Oui, mais là, et on se rend compte, au fond, encore une fois, qu'on nous a menti. Il n'y a pas tant d'exceptions que ça. La langue française n'est pas si compliquée que ça. Donc, la langue française est cohérente
il y a une logique, et puis les quelques exceptions, ben, on peut s'en accommoder, puis elles ont une histoire. Elles s'expliquent aussi par l'histoire. Non, mais merci. Non, ben oui, elles ont une histoire. Je veux dire, il y a des accidents de parcours. Oui. C'est pas des exceptions. Un cheval, des chevaux, c'est un accident, un truculent accident de parcours. C'est pas une exception. Oui. On prête souvent des qualités précises à telle ou telle langue. Par exemple, du français, on souligne souvent sa clarté. Le croyez-vous? Je pensais que vous alliez dire musical, parce que ça vient des poètes de la Pléiade, hein, Ronsard, mais la clarté... Bon, ben ça, c'est Boileau, là, c'est le 17e sûr. siècle, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. La clarté, oui, quand on regarde le nombre ahurissant de synonymes qu'on possède, ben, on peut difficilement ne pas être clair. Mais dans la syntaxe aussi, dans la structure de la phrase? Ben encore là... La syntaxe, je veux dire, parlons-en de la syntaxe. Est-ce qu'il y a déjà un prof qui vous a enseigné à écrire la syntaxe, à maîtriser la syntaxe? Moi, tout ce que j'ai entendu dans ma vie d'étudiant, parce que ce livre-là, c'est le témoignage d'un étudiant qui est devenu enseignant, eh ben, c'est de faire, quand je présentais mes copies, un peu alambiquées, un peu complexes, parce que sans doute que je me prenais déjà pour Victor Hugo ou Proust, eh ben, je me faisais dire, fais des phrases simples. Et c'est souvent ce que des étudiants me disent, qu'on leur a dit, fais des phrases simples. Mais faire des phrases simples dans la bouche d'un prof, c'est un aveu de démission. Ouais. Parce que la fonction du prof, c'est pas de simplifier les choses, c'est de les affiner, de les raffiner, de les nuancer, de les préciser, de les enrichir. Et c'est pas en faisant des phrases simples qu'on peut émettre une pensée complexe. Et d'en montrer toute la richesse et la beauté. La beauté de la langue. Ben, tout à fait. Au fond, l'enseignement de la langue ou la connaissance de la langue, il semble y avoir, en tout cas, est-ce qu'on peut dire ça, une fixation sur l'orthographe qui serait insoluble, compliquée, etc., et au détriment, dans l'enseignement, de la syntaxe, justement, de la morphologie, enfin, d'autres branches de la grammaire aussi. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que les profs se rabattent sur l'orthographe parce que l'orthographe, comme je le répète dans le bouquin, c'est plate, mais c'est comme ça. Ouais. À moins de donner une explication étymologique qui serait chaque fois un peu complexe, un peu lourde, un peu fastidieuse, mais combien amusante et enrichissante, eh bien, j'imagine que j'ai l'impression que les profs s'assoient là-dessus en disant, ben, l'orthographe, c'est plate, mais c'est comme ça. Donc, ça les dédouane, ça les empêche de se mouiller. Alors que la syntaxe, non, la syntaxe, elle peut s'expliquer. Ouais. Il y a des exercices qu'on peut proposer pour enrichir sa syntaxe, la comprendre, se familiariser avec, l'explorer. Donc, moi, j'ai l'impression que cette fixation sur l'orthographe, c'est une façon de s'en sortir. Oui, puis c'est un aveu de ses limites, de ses propres limites dans la connaissance de la langue. Vous écrivez avoir eu l'impression, enfant, qu'on rendait, puis comme vous venez de le dire, par l'enseignement, la langue française plus complexe qu'elle ne l'était. Et là, je vous cite, afin qu'on ne s'en servit point. Alors, servi, évidemment, accent circonflexe sur le « i ». Cette tournure, parce que puisqu'on parle de clarté, simplicité, mais en même temps complexité, richesse, etc., cette tournure, selon vous, c'est de l'élégance ou c'est de la préciosité? Vos questions sont amusantes. C'est très beau. J'adore vos questions. Encore une fois, c'est pour montrer dans la pratique même, et non pas dans le commentaire, qu'un étudiant, tel que je l'ai été, qui n'a pas été exposé au subjonctif imparfait, peut, s'il s'y intéresse vraiment, le maîtriser. C'est comme un pied de nez. C'est à sa portée. C'est-à-dire, si on s'y intéresse vraiment puis qu'on s'y penche, oui, il suffit d'ouvrir une grammaire, comme je l'ai fait. J'ai lu la grammaire comme j'ai lu La recherche du temps perdu. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Donc, c'est pas... c'est sûr que là, on nous place un peu dans un cul-de-sac parce qu'on se dit, bon, ben, tu sais, je vous enseignerai pas la syntaxe, je vous enseignerai pas le subjonctif imparfait. Au contraire, je vais vous enseigner plein de trucs inutiles comme le pâté, la pâtée, les adjectifs de couleur composée dont on se servira à peu près jamais. Et donc, ça fait du temps.
Alors que on s'aperçoit au fond qu'on a appris, on nous a, comment je l'ai dit dans le bouquin, on nous a mis en garde contre des pièges dans lesquels nous ne tomberions jamais, plutôt que de nous sortir de ceux dans lesquels on était déjà tombés. Ouais. En milieu populaire, notamment, avec surtout. les barbarismes, vous dites, les anglicismes qui se ramassent à l'appel aussi. Tous les ismes que recensait Jules Fournier aussi, par ailleurs. Jean-Marc Limoges, dans votre essai sur l'enseignement, Victor et moi, vous écrivez à l'intention des étudiants que les connaissances littéraires ne servent pas uniquement à passer l'épreuve uniforme de français et à obtenir son diplôme d'études collégiales, mais plus essentiellement, et je vous cite, à rationaliser une impression de lecture, ce qui permet, je vous cite encore, d'acquérir un ascendant sur ce qu'on lit et d'accroître son plaisir. Fin de la citation. L'école, la classe, son cadre, ses contraintes, son inertie, pourrait-on dire, peut-elle permettre cela? Ah ben là, tout à fait. Là, il n'en tient qu'aux profs. Ça, c'est pas compliqué. Le système a le dos large. Hein? Moi, quand j'entends les profs se plaindre du système, le ministère de l'Éducation du Québec, etc., moi, ça me désole. Je veux dire, c'est sûr qu'on reçoit des devis du ministère, comme je le répète souvent, parce qu'on ne le sait peut-être pas si on n'est pas dans ce milieu-là, mais quand on donne le premier cours, le 101 là, en littérature au cégep, on doit couvrir une période qui commence au Moyen Âge et qui se termine au 18e siècle. On peut enseigner des œuvres qui vont de la chanson de Roland jusqu'au Marquis de Sade. Je me sens pas bâillonné ou menotté ou limité ou censuré dans mon choix d'œuvre. Là. J'ai de la glace pour patiner. Donc, accuser le ministère qu'on est, on est un peu aux prises, là, non. Donc, c'est sûr qu'on est en quelque sorte engagé pour les préparer à une épreuve uniforme de français, mais laquelle ne servira absolument plus à rien une fois qu'elle sera réussie. Alors, on peut se poser la question, à quoi ça sert de passer 4 sessions de cégep à se casser à se casser le cul sur des textes qu'on ne lira sans doute peut-être plus et à forger des outils conceptuels pour analyser ces textes-là dont on ne se servira plus non plus. Alors, il n'en tient qu'au prof à inscrire cette exigence-là, cette compétence-là, c'est-à-dire réussir une épreuve uniforme dans de une français, finalité supérieure. dans quelque chose de beaucoup plus large, enivrant, englobant, stimulant. Et quand on comprend au fond que ce qui sous-tend une analyse littéraire, c'est au fond la rationalisation d'une impression de lecture, et qu'en rationalisant cette impression-là, on peut du coup la partager, eh bien, moi, je peux pas ne pas penser à cette phrase sublime du Dr Schweitzer qui disait « Le plaisir est la seule chose qui se double quand il est partagé ». Moi, j'ai du fun en classe parce que j'ai 30 étudiants et étudiantes qui vont me permettre de décupler mon plaisir en planchant sur des textes que je pensais connaître. Ouais. Vous dites, vous vous refusez à tout mettre sur le dos du système, du ministère de l'Éducation, mais en même temps, il y a un chapitre très drôle, mais désespérant de bêtises sur l'entretien d'embauche dans votre livre. On va pas entrer dans les détails, là, mais on a comme la quintessence de la bêtise, et puis du jargon aussi, du jargon pédagogique, du jargon du système, et comment le système se reproduit. Alors, tout de même, faut-il désespérer de l'éducation? Bon, là, c'est sûr. Encore une fois, là, vous venez de mettre le doigt sur un moment important, je pense. Là, c'est évident que j'ai dit le système, hein, le système a le dos large. Quand on entend les profs se plaindre du système, c'est surtout le ministère de l'Éducation du Québec. Or, il existe un système dans le système qui est effectivement le comité d'embauche. Donc, incarné par des individus. Là, habité, transmis par des individus. Et ça, effectivement, c'est une porte sur laquelle plusieurs profs compétents se heurtent. Et donc, le jargon pédagogique est aussi, est-il aussi une plaie de l'éducation? Vous dites, on a un programme, j'ai de quoi m'amuser, j'ai une marge de manœuvre, mais est-ce que vous êtes heurté au jargon pédagogique?
Non, c'est pas tellement le jargon. Ça, pour moi, c'est secondaire. C'est surtout les gens qui sont autour de la table et qui décident si toi, t'es un bon prof ou pas. Et, selon leurs critères. Selon leurs critères, qui est souvent des critères très fortement liés à la médiocratie, à ce qu'Alain Deneau, qui signe la préface d'ailleurs, appelle la médiocratie, c'est-à-dire le moyen. Et à partir du moment où on détonne, où on déconne, eh ben là, on est plus casable. Alors que, pour ma part, il me semble que le prof, c'est celui qui devrait faire profession de déconner ou de détonner ou de déconner. C'est-à-dire, il peut pas être dans le moyen. Il peut pas être morne, il peut pas être ennuyeux. Je veux dire, quand on me répond, on vous a pas choisi parce que vous êtes trop désinvolte, mais je me dis, madame, c'est parce que là, je viens pas enseigner à 5 octogénaires, là. Je m'en vais dans une classe avec 30 adolescents crinqués, là. C'est ce trop qui devient précieux à ce moment-là. Voilà. Dernière question, et vous aurez à peu près 1 minute pour y répondre. Le dernier chapitre montre une prof merveilleuse que vous avez eue, mais on voit aussi que, venant elle-même d'un milieu modeste, elle s'est émancipée par l'éducation, mais elle vit aussi un exil intérieur, s'étant coupée des siens. Elle est une transfuge de classe, comme on dit en sociologie, comme vous-même, auteur de cet essai. C'est le cas de plusieurs Québécois francophones. Cela fait une différence en matière de culture d'une société et de son rapport à la culture? Bon, là, c'est une grande question, et si j'ai 1 minute pour répondre... Mettons 1 minute 10. Je pense pas pouvoir la creuser et répondre et lui faire honneur. Mais en tout cas, il reste que cette prof-là, à qui je rends hommage, effectivement, dans le dernier chapitre, c'est la prof qui m'a marqué. Et comme on le dit souvent, moi, il y a une prof qui m'a marqué. Il y a toujours quelqu'un qui a une anecdote au sujet d'un prof ou d'une prof qui l'a marqué. Et moi, c'est ce que je trouve justement désolant. Parce que c'est pas normal qu'il n'y ait seulement qu'un prof ou qu'une prof qui nous ait marqué. Tous les profs devraient nous marquer. Et on en rencontre combien de profs dans notre vie? 100. Bon, mais 1 sur 100, là, c'est considéré comme un échec. Ouais. La moyenne n'est pas très forte. C'est pas très fort. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer cette prof-là, qui était à la fois tout le négatif de moi, l'envers de moi, comme je l'ai expliqué, une femme froide, un peu mystérieuse, mais en même temps habitée par ce sentiment dont vous avez parlé, c'est-à-dire une prof qui se sentait elle-même exclue de son propre milieu. Donc, en même temps, il y a quelque chose, il y a un sentiment d'identification qui s'est créé et de l'émulation, de l'admiration. Et ça, c'est la prof qui a fait en sorte que, je suis allé en littérature. Sur fond de mélancolie pour cette prof. C'est ça qui est touchant aussi. Il y a une mélancolie profonde que l'on perçoit dans le portrait que vous faites d'elle, comme si le savoir avait aussi... rendait aussi, pas amer, mais mélancolique. Mais en tout cas, certains m'ont dit que toute ce sarcasme et cette ironie et cette désinvolture qu'on retrouve dans les premiers chapitres tombait dans le dernier. Dans le dernier, à cause de la mélancolie, de la tristesse. Voilà. Jean-Marc Limoges, on aurait pu continuer encore. On va vous réinviter pour parler des transfuges de classe, par exemple. Oui, ça me ferait plaisir. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Je rappelle le titre de votre essai roboratif et leste et nécessaire, Victor et moi, enseigner pour se venger, paru aux éditions du Boréal dans la collection Liberté Grande. Parking Nomade est diffusé à l'antenne de Radio-VM, à la régie Valérian Fournier, au microphone Marie-André Lamontagne. Excellente suite de programmes à l'antenne de Radio-VM. À la prochaine.